Je vais vous présenter les salutations fraternelles des membres du GRILA et surtout de vous remercier de me faire l'honneur de participer à cette rencontre et de me donner surtout l'opportunité, comme je viens de le dire, un trimestre plus tard, de revenir sur ce même podium où nous avions dénoncé le projet de l'Africom et surtout d'avoir ce privilège d'être votre dernier conférencier. J'ai une pensée pour, comme je viens de le dire à Issa, pour Vinod, qui n'est pas avec nous aujourd'hui et qui est une personnalité imminente de notre mouvement, qui aurait probablement enrichi nos analyses. Et j'espère que nous allons continuer l'œuvre qu'il nous a laissée. Mon sujet, c'est The Aligned Movement Internationalism in the Transnational Era. En fait, les alignés internationalistes à l'ère transnationale. Durant ces journées, nous avons essayé de nous immuniser contre le virus néolibéral, un virus de la pratique impérialiste qui obscurcit l'horizon, qui pollue l'horizon du monde et nous fait croire que nous ne pouvons pas agir ou qu'il est irréversible, cet ordre du monde qui nous impose, ou qui serait même indépassable. Nous avons essayé, parfois laborieusement, parfois avec succès, d'esquisser un débat théorique pour proposer des alternatives contre l'anomie du monde qu'il impose et ouvrir des portes d'espérance. En le faisant, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir fait et nous ne pouvons pas réinventer la roue. En février 1927, à Bruxelles, s'est tenu le congrès de la Ligue contre l'oppression coloniale, une organisation qui siégeait à Berlin. Notre compatriote Lamine Senghor a participé à cet événement et Lamine Senghor est un illustre inconnu au Sénégal, mis à part quelques intellectuels progressistes. Il faisait partie du bureau politique. Le comité d'honneur était composé de Mme Sun Yat-sen, de Albert Einstein, qui n'est pas connu que pour sa formule E égale MC2, de Henri Barbusse, de Maxime Gorky, de Mohamed Atta, de Jawaharlal Nehru, de Messali Haj, de Paul-Henri Spaak, de Charles Signier et de Willy Musenberg. Ces gens, comme tous les autres internationalistes de l'ère suivante, ceux de Mehdi Ben Barka, d'Amilcar Cabral, de Che Guevara, ont appris à lutter au péril de leur vie avec très peu de moyens et surtout n'ont jamais été rebutés par des problèmes logistiques ni à tendre la main à des ONG du Nord ou à des forces des pays du Centre pour remplir leur rôle d'intellectuels organiques. Il nous incombe, dans un moment historique et exceptionnel de redéploiement de l'impérialisme, de contribuer à parachever leur effort. Bien sûr, notre ennemi, c'est notre propre volontarisme. Mais regardez cette salle. Où sont les étudiants? Où est la jeunesse? Il s'agit d'une véritable défection, une désaffection, et elle frappe tout le continent africain. Elle est réelle. Un processus d'évidement, de dépolitisation. Un système qu'il nous faut analyser non pas seulement à la façon par laquelle les conditions du travail ont été changées, mais comment le système de l'échange a travesti nos relations. Tout est négociable, tout est monnayable, y compris le diplôme universitaire. Ceci change la façon par laquelle nous enseignons dans nos propres universités. Il manque, je le disais, impérativement, au niveau politique, une structure qui n'existe que sporadiquement de façon événementielle. Cette nébuleuse organisée et diverse doit rallier, sur la base d'un internationalisme, les fronts, partis politiques, mouvements, associations volontaires, susceptibles de proposer un réseau altermondialiste
et au réseau altermondialiste, comme aux formations sociales et aux forces productives ou les sans-emploi du monde entier, un projet alternatif au capitalisme, contre la modernisation de la paupérisation, contre la dépolitisation technocratique, de proposer un projet libre, égalitaire, démocratique, non sexiste et féministe, solidaire, pour la construction d'un ordre universaliste, responsable et équitablement équilibré au niveau environnemental. C'est-à-dire un monde sans oppression pour l'humain comme pour la nature. Ceci doit se faire de façon respectueuse, démocratique, unitaire dans la diversité de nos obédiences, avec la perspective sur le long terme de la reconstruction d'un Front mondial du travail. Au Forum social mondial de Tunis, nos camarades, dont certains sont encore dans la salle, dans cette réunion qu'on avait appelée celle du groupe Sud-Sud, ont entamé un début de travail qui s'est achevé sur un constat. Ce constat, je le résume très rapidement. D'abord, les choses qui pourraient nous permettre de passerelle, en dehors de toute idéologie, c'est la sauvegarde du bien commun. Je n'aime pas utiliser le terme de bien, et François, qui est ici, a abondamment travaillé là-dessus. Mais ces derniers espaces non marchandisés qui sont en péril pourraient nous servir véritablement de tremplin d'unité. Ces derniers espaces non marchandisés et la pertinence de l'adoption d'une déclaration universelle du bien commun de l'humanité nous ont interpellés. Et nous n'avons pas pu finaliser notre travail d'appréciation de ce document si important. Nous avons aussi considéré que les espaces nationaux de souveraineté de ces dernières décennies ont été considérablement bouleversés par des pratiques arbitraires, injustes et autoritaires des grandes institutions financières, qu'elles soient publiques ou privées. Nous avons constaté, et ça a été abondamment dit ici, que le recours à la guerre est la solution que la triade sénile impose au monde pour la reproduction d'un ordre rejeté par l'essentiel de la population mondiale. Les conséquences sociopolitiques et écologiques de ces mesures prendront des décennies à s'estomper dans nos pays. Les pays comme l'Irak vont avoir un mal fou à se relever de ce qui est en train de s'y passer. Nous avons aussi considéré que les mécanismes de régulation qui existent à l'échelle mondiale, qu'ils soient multilatéraux ou autres, sont devenus séniles ou inopérants. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des institutions même démocratiques comme le G20 qui prétendent réguler l'ordre mondial. Et cet ordre, il est en train de changer, que ça nous plaise ou non. Ce n'est plus l'ordre westphalien de l'État et un système international. Il y a des acteurs non étatiques, des acteurs non étatiques, que ce soit des firmes transnationales, mais aussi des nébuleuses. Il s'est aujourd'hui créé une sorte d'international intégriste, manipulé ou non par la CIA, qui fait partie des réalités et qui ne correspond plus ni aux frontières de l'État ni aux frontières internationales. Nous avons aussi considéré que les revendications et les mesures issues du mouvement des non-alignés de Bandung ont constitué, à l'ère de la guerre froide, une voie médiane du nationalisme défendant la souveraineté bureaucratique et démocratique. Elles ont été des avancées nationalistes bourgeoises ou petites bourgeoises, et pour l'essentiel, toujours pertinentes, quoique considérablement essoufflées. Nous avons aussi remarqué que l'ère de la bipolarisation du monde Est-Ouest s'est éteinte et que celle Nord-Sud persiste, comme l'est l'impérialisme dans des formes de plus en plus sophistiquées à décrypter. Si nous regardons objectivement, la dispersion des itinéraires étatiques au Sud a complètement épuisé le potentiel du groupe des 77. Nous avons aussi tous, dans nos travaux, constaté l'anémie de l'étatisme quant à la formulation des politiques publiques. Par contre, nous avons salué, avec nos camarades équatoriens notamment, une avancée substantielle de la gauche en Amérique latine, mais aussi le frein apporté aux révoltes en Afrique du Nord, bien rapporté par notre camarade du Front populaire, qui mérite beaucoup plus que notre solidarité. Mais nous ne pouvons pas ne pas voir le désarroi de la gauche et une grande nécessité de repolitisation démocratique de nos masses. Cela nous a amené à déduire qu'il importe d'approfondir les luttes historiques qui ont été menées et urgemment d'en manœuvrer d'autres de façon plus hardie et beaucoup plus
courageuse. Nous optons donc pour des alternatives plus structurées et susceptibles de mieux traduire les aspirations de notre peuple. Et cette stratégie doit refléter non seulement le point de vue des forces progressistes du Sud, mais aussi ceux du Nord disposés, je dis bien disposés, à les soutenir. Pour cela, il nous faut dépasser les phases d'indignation et s'engager davantage et faire effectivement, comme dit Samir souvent, faire singulièrement preuve d'audace. Pour cela, il faut revigorer la riposte, c'est-à-dire qu'il faut redéployer le front du Sud en remettant le pendule historique dans le sens radicalisé des exigences de la tricontinentale et, pourquoi pas, œuvrer pour l'avènement d'une 5e internationale, on peut lui donner le nom qu'on veut, mais en tout cas d'un front mondial anti-impérialiste. Cet horizon passe par la convergence dans la diversité de l'effort progressiste, de sauver le bien commun de l'humanité, qui nous servira opportunément de tremplin d'unité afin de construire ce front contre la compredorisation. Lorsque nous avons abordé ces questions, nous avions comme plan un processus en étapes, en disant, si à Alger nous pouvons discuter de ces questions, nous pourrons structurer non seulement notre action et notre pensée, et symboliquement retourner un jour à Bandung, pour dire l'ère du non-alignement est maintenant dépassée, que c'est l'ère de l'alignement sur l'internationalisme qui advient dans cette ère transnationale. Et que si Bandung ne veut pas nous recevoir, nous savons qu'il existe d'autres endroits, comme à Quito ou ailleurs, pour le faire. Et l'étape intermédiaire, sous la suggestion de nos camarades vietnamiens, c'était d'aller à Hanoï. Et ils nous ont fait comprendre qu'il ne tenait qu'à nous qu'on aille à Hanoï, mais que nous devrions nous débrouiller pour pouvoir y aller. Beaucoup d'entre nous sont rebutés par l'effort et par les coûts plus ou moins prohibitifs pour y aller. Je leur demande de se souvenir et de se mettre en comparaison avec des camarades qui ont eu à lutter sans moyens, ni de communication, c'est-à-dire électronique et aéronautique, que nous avons aujourd'hui à notre disposition. Nous avons tous des organisations qui peuvent lever des fonds. Nous avons des pays dont nous savons, comme ici en Algérie, qui peuvent facilement aider aux frais logistiques de déplacer des délégations. Il ne s'agit pas de créer une marée de personnes, il s'agit de créer la synergie d'un groupe qui va donner des pistes de réflexion afin de canaliser les efforts des partis politiques, des syndicats dans ce moment de désarroi. À la première internationale, les gens qui pensaient comme nous avaient Marx. Nous avons Samir. Mais ce qui est important, non, il faut regarder les choses. Les hommes sont des êtres humains. Je le dis sans flagornerie. Ça veut dire qu'ils sont extrêmement fragiles et éphémères. J'aurais souhaité que de son vivant, il voit les résultats de ses efforts. Les 3 secrétaires de l'international ont été assassinés. Les 3 secrétaires de la tricontinentale. Et ça a été fait à dessein. Donc nous sommes tout à fait conscients, non seulement du caractère, comme a été dit ce matin par mes 2 camarades, du caractère éminemment politique de ce problème, mais nous savons aussi la récalcitrance des forces de gauche elles-mêmes de constituer ce front. Parce que ce sentiment de sacrifice est extrêmement dur à porter. Mais s'ils ne le font pas, si nous ne le faisons pas, eh bien notre rôle historique n'aura pas été rempli. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui le fera à notre place. Personne. Voilà pourquoi, que nous allions à Hanoï ou que nous allions ailleurs, que nous essayons de renforcer le front du Sud. Et ce n'est pas un problème de géographie, c'est un problème de renforcer dans les portions désaffectées, meurtries par la polarisation, la résistance. Si nous renforçons ce front, ce capitalisme sera érodé dans ses fondements.
parce que ses propres contradictions l'ont déjà miné. Mais si nous ne le faisons pas, l'avenir qui s'ouvre est beaucoup plus glauque et il a déjà commencé. Ne nous masquons pas la réalité. Le monde que nous laissons à nos enfants est un monde tout à fait ingrat, biologiquement et socialement. Les sociétés dominantes ont un taux d'espérance de vie beaucoup plus long et un taux de natalité très faible. J'enseigne dans un pays du Nord et je peux vous dire que sans l'immigration, ces pays ne sont pas viables. C'est la cooptation de nos forces productives et la fuite de nos cerveaux qui leur permettent de tenir. Mais nous qui enseignons dans ces pôles centralisés, nous savons pertinemment qu'il n'y a aucun complexe à avoir vis-à-vis d'eux. Nous avons aujourd'hui la matière grise, les capacités de proposer un projet alternatif que eux-mêmes cherchent, c'est-à-dire que dans les impasses même du capitalisme, ils savent pertinemment qu'il y a des options. Le problème que nous avons évidemment, c'est que nos peuples, dans ce désarroi, cherchent ailleurs des voies de sortie de crise. Et légitimement, ils vont aller le chercher soit par narcissisme, nostalgique, dans des valeurs culturelles, culturalistes ou religieuses. Et c'est tout à fait normal. Face au fondamentalisme du monothéisme, comme disait Samir, on va aller au fondamentalisme. Tout simplement, des valeurs sûres. Il y a un Dieu protecteur. Sauf que malheureusement, ce secteur a été investi par les forces mêmes qui maintiennent l'ordre mondial. Et les principautés pétromonarchiques ne sont en fait que la pointe de l'iceberg d'un système extrêmement prédateur qui est prêt à tout, y compris un chaos généralisé pour rester en selle. Et cela, nous ne le laisserons pas faire. Voilà pourquoi, que ce soit Bandung ou Quito, peu importe le nom de l'endroit qui accueillera les efforts de gens comme nous, ce sera l'endroit où sera dessiné un projet de société d'un monde polycentrique, où les forces populaires du Sud, exaspérées par le monologue Nord-Sud, vont proposer d'infléchir la mondialisation vers un développement plus équilibré, la justice sociale, la sauvegarde de la terre-mère et du bien-vivre, du savoir-vivre et du savoir-être. Nous avons proposé un plan que normalement le groupe Sud-Sud a reçu. C'est un plan avec une stratégie, avec un échéancier, avec une méthodologie très simple, accessible, traduite en français et en anglais. Je pourrais de nouveau le soumettre avec la bienveillance des organisateurs à la plupart des participants. Il s'agit d'une modeste contribution à cet effort. Mais cette méthodologie, ou d'autres beaucoup plus informelles, sont absolument nécessaires. Nous ne croyons pas que nous ne sommes pas capables d'une telle organisation. Ne prétendons pas qu'il s'agit d'un effort ambitieux. C'est nous leurrer. Les 4 internationales ont été le fruit d'efforts conjugués de personnes comme vous, mais dont l'avantage était d'être mieux ramifiés dans leurs syndicats et leurs forces politiques. Or, c'est le cas de la plupart d'entre nous. Nous sommes à contre-courant. Mais cette marginalité, malgré la diversité des palettes, c'est aussi notre force. Et donc, je suis tout à fait convaincu que si vous prenez la peine de regarder les phases de conception et de déroulement que nous avons esquissées dans le projet, que vous la rediscutez à vos bases, que vous les amendiez, que vous les transformiez, que nous prenons le temps que ça prendra, nous réussirons. Mais que si nous nous gargarisons et prêchons à des convertis et restons de nouveau entre nous à nous dire des choses qui, après tout, sont déjà consensus, non seulement elles ne serviront pas aux forces réelles qui s'agitent dans le désarroi de la résistance, mais nous faisons à ce moment partie du problème. Et personnellement, je ne peux pas en faire partie. Je vous remercie. Alors, j'aborde très fièrement le foulard cadeau que Victor m'a fait, qui est le symbole des peuples indigènes d'Équateur.
verrez la diversité de la palette des tons. En fait, qui symbolise en fait ce que nous avons à faire. Je crois qu'il faut bien qu'on se comprenne. Ce qu'il y a à faire n'est pas un luxe ou quelque chose d'ambitieux. Il s'agit de survie. Il s'agit de survie de la frange radicale contre ce virus qui obscurcit la pensée. Et le groupe qui a bâti des anticorps a la prétention, non pas de former un front des peuples du Sud, ce serait une vision romantique, ahistorique et fausse. Ce serait de former un front des franges radicales du Sud. C'est pas la même chose. C'est de cristalliser des initiatives qui sont pour l'instant éparses, disparates et embryonnaires, qui s'organisent de façon cyclique et événementielle. Ou, comme j'y reviendrai, d'apprendre à les enraciner dans des réactions spontanées, défensives, des épanchements de forces qui non seulement ne sont pas idéologiquement orientés, mais agissent par réactivité et qui refusent d'ailleurs non seulement les hiérarchies, mais même l'idéologie, et qui abondent de plus en plus dans nos sociétés. Donc, il faut faire très attention sur le fait que le propos que je tiens, et je crois que le point que Bernard souligne est important, mais ne nous prenons pas ce dessus, c'est en quoi nous autres qui prétendons être des intellectuels organiques pouvons apporter une contribution. Les éclairages sont des éclairages de structure sur des stratégies à faire. Et de dire, nous devons mettre dans l'agenda des partis politiques, des syndicats, la note, réveillez-vous sur cet enjeu, que l'importance c'est de ne pas négliger la coordination des efforts dans la diversité. C'est tout simplement ça que nous faisons. Nous n'orientons pas le processus historique. D'ailleurs, nous n'en aurons pas la capacité. Les peuples peuvent très bien aller au suicide, tout seuls, dans la situation dans laquelle nous pouvons les voir résister à la mondialisation, comme ils peuvent se réveiller. Mais il faut quand même organiser, et je pense qu'il n'y a pas de contradiction avec ce qu'ont fait ceux qui ont créé les premières internationales. Bien sûr, nous prêchons pour nos paroisses, nous voyons le monde dans une perspective de gauche, humaniste. D'autres la voient différente. Mais on ne peut pas nous reprocher de vouloir nous structurer dans cette acception, dans la diversité des obédiences. Que la suggestion que Samir propose, c'est-à-dire de travailler par étapes et de façon thématique, elle est tout à fait sage et prudente, mais elle ne peut pas d'aucune façon empêcher une convergence holistique dans l'effort. Il ne faut pas confondre le caractère thématique, c'est-à-dire comment nous divisions dans le temps et dans la division du travail de nos forces, et l'urgence de mettre ensemble ces forces. C'est deux choses différentes, mais qui doivent être appréhendées et appréciées de façon très stratégique. Et là, je crois que les recommandations qu'il a faites dans ce sens suivent logiquement la marche qu'il a suivie lui-même dans son travail, et qui est le travail dans lequel nous sommes actuellement. Donc il y a eu des étapes. Et nous, tout ce que nous disons, c'est que oui, après Alger, il faut qu'il y ait une autre étape, et que toutes ces étapes, même si elles sont des thématiques très précises, doivent converger vers un effort synergique et holistique. Parce que, comme le dit Guattari, la conscience collective et l'avènement d'agents sociaux actifs, s'ils veulent vraiment profiter de la transformation révolutionnaire, ils doivent le faire en s'interposant contre l'anomie du monde. Et lorsque cet enjeu du bien commun, je le répète, qui est quelque chose qui nous unit au-delà des obédiences, au-delà des idéologies, et que si nous ne faisons pas un sursaut contre cette marchandisation des derniers espaces qui sont encore convoités, et si nous ne réagissons pas, bien sûr, ce sont les peuples dans leur ensemble qui seront sacrifiés sous l'autel de la marchandisation. Donc je crois qu'une base plus organisée, plus solidement construite, n'est pas un luxe, c'est un outil dans cette période de transition extrêmement turbulente. Et là, nous ne nous réinventerons pas la roue. Il y a des choses toujours pertinentes dans la déclaration de Cochabamba, dans l'appel de Bamako, etc. Nous n'allons pas les refaire. Nous allons essayer de les concrétiser. Et en ce sens, le rôle d'intellectuel organique, nous devons le remplir. Plusieurs points importants ont été apportés. Firoz, you raised a very important issue, the question of
having an organic anchor in the true struggles. And this allows self-criticism. And I must admit myself that I'm not enough rooted in movement like Yanamar and so on. Sometimes even distancing myself from some of the rhetoric and feeling totally immersed in their demands. The question of connecting with the existing struggles, what is so-called grassroots eruptions, with very specific demands, like the one you mentioned, in slums and townships, based on basic needs that need to be fulfilled, is in fact not just important, but it's also part of the problem. Because that is also the way the neoliberal agenda had set clusters and civic society way of working, addressing issues separately in a depoliticized manner. So while it is absolutely true, and I admit you're absolutely right, without this anchor in the true struggle, we will not have not just the transformation happening in our state, but we also have to bear in mind that it is part of the micro parcelization of the depoliticization process that the managerial technocratic system has implemented through the World Bank strategies and so on. It is part of this governance process. So it is hard to find a balance between the two, but I think it is important to question the disconnection between our own discourse, which is still valid, and the lack of understanding and understand processes within those various classes that are not open to hierarchy, that are reluctant to vertical top-down approach, and who actually don't even see democratization as a process and live very spontaneously by being, in French we said, indignate, and have big lacks of organization. So can we pretend organizing these very same people or be part of their same organization? Can we learn from their own spontaneous way of opposing the system? I think we both have to feed each other with those inputs. Panther raised a very important issue that I don't think is like a railway. Democratization without development is impossible. But I think we have not enough discussed le cas de l'Iran est pour moi un cas très important. Et je trouve que nous devons l'analyser de façon dépassionnée parce que nous avons eu ce débat très rapidement. Samir l'a décrit comme un développement de type bazari de la bourgeoisie. Tu en as une critique tout à fait féroce que je partage tous les deux, mais je trouve qu'en même temps, du fait de l'embargo et du fait de l'insularité du modèle iranien dans les 30 dernières années, il ne faut pas confondre l'érosion dans les 8 dernières années de Ahmadinejad avec un effort qui, d'après moi, a été un effort de maîtrise nationale, de type autocentré, évidemment qui a donné d'autres trajectoires. Et sur cette question, on peut revenir, les autocentrages par différentes trajectoires. Un pays qui a la capacité de fabriquer des tracteurs et avoir une politique agricole et scientifique, qui n'a pas soumis les ressources nationales dans un processus de compradorisation au capital étranger, à la différence de beaucoup d'autres, mérite une attention différente. On doit comparer ce pays avec l'Arabie Saoudite voisine, avec la Syrie, avec le Venezuela, et regarder en quoi des pays soumis à des exigences différentes ont obtenu des résultats. Et tous les gens qui me connaissent savent que je suis de loin un laudateur des frères musulmans. J'ai perdu des camarades iraniens dans la gauche radicale, que j'ai toujours une position critique de comment le Toudé a été récupéré, etc. Mais je pense que ça doit nous amener une analyse lucide sur les formes d'autocentrage possibles dans des circonstances particulières. On va appeler ça une déconnexion par défaut, peu importe. Il s'est passé quelque chose là que nous devons étudier. Mais qui n'enlève en rien que, comme vous le dites, on ne peut pas séparer les deux rails, il ne peut pas y avoir de démocratisation faite de façon en façade. Et pour moi, la question fondamentale, c'est que oui, et c'est ça qui est tragique, il peut y avoir un développement sans démocratisation, parce que ce développement, c'est le développement du capitalisme. Il n'a pas besoin d'une démocratisation pour arriver. Il s'agit de réussir un taux de croissance, de répondre à une demande en détruisant les relations sociales et l'environnement.
سامحني يا أخي أريد أن أتكلم بالعربي ولكن أتكلم بالفرنساوي. Les conditions d'alliance que vous avez posées sur la façon par laquelle la destruction de l'ensemble de la constellation du peuple arabo-musulman et l'implosion amenée par ce peuple arabo-musulman lui-même dans ses différentes fractions doit être questionnée à différents niveaux. Pour moi, j'ai été très intrigué dès qu'on a mentionné l'existence de l'avènement de l'État palestinien, même non viable, de la rapidité avec laquelle on a démantelé ce qui avait déjà commencé en Irak et la vitesse de propagation à partir de petits événements, 2 poids 2 mesures, Bahreïn, Yémen, différents, Somalie, comme vous l'avez bien mentionné, Libye et maintenant Syrie, procède d'une double conjonction, à la fois de la volonté de l'impérialisme de changer la donne dans tout l'espace, mais surtout des élites autocratiques arabes qui ont compris leur vulnérabilité lorsque les soulèvements populaires pourraient les renverser. Et donc, les systèmes qui s'imposent sont des systèmes non seulement compatibles avec la poursuite du néolibéralisme, mais avec la perspective que ce qui a servi à l'époque du soutien britannique aux frères musulmans puisse perdurer, avec le paradoxe qu'il peut y avoir des franges de ces frères musulmans qui soient anti-impérialistes. Et c'est ça le paradoxe, c'est que certains fonctionnent dans le modèle néolibéral, mais certains, de façon narcissique, rappellent que l'Orient arabo-musulman a permis la civilisation en Occident, qu'il y a eu des États théocratiques, que le modèle iranien a très bien soutenu et qu'il y a une palette différente entre la Turquie, le Pakistan, l'Arabie saoudite ou une Égypte ou une Tunisie à la Nahda. Et donc cette palette de diversité et l'existence d'une nébuleuse intégriste internationaliste arabe, musulmane, doit nous faire prendre conscience que le Pentagone et la CIA, qui ont inventé plusieurs de ces monstres, eux-mêmes sont dépassés par l'ampleur de la création de systèmes. Et ça nous amène à devoir regarder une analyse lucide de comment faire pour dépasser le simple renversement des autocraties, comment construire un espace pan-arabe, et comme on le rappelait Issa, de ne pas le déconnecter, surtout nous qui sommes africains, de la réalité africaine. Et ça, c'est vraiment un effort très, très, très important. Et je finirai très rapidement par 2 petits points qui me semblent importants, notamment on the China thing. Because for me, the China is just the living proof that you could have from 49, and this is a small digression, there is a very famous internationalist in Canada that we call Norman Bichun. He is a hero in China. After Mao Zedong, it is the most worshipped. It's like Che Guevara in Cuba. This gentleman went to the Spanish War and fought in the Spanish War, was not a soldier, was a doctor, and then was involved in China. And what is striking about this internationalism is how the new generation's memory is fading, and how people are more and more ignoring this Norman Bichun, and how the new strata that is actually spreading within the leadership of the China so-called market socialism is creating new mandarins. And these new mandarins, who are totally insensitive to the wide pauperization of the Chinese society, not just within, and you can even see poor Chinese immigrating to Africa today and competing with our small grassroots little informal markets. I think we need to address the question on how important advances in socialism could also witness regression. China will succeed in building a self-consumption market, a self-reliant economy, and is slowly relinquishing this by its inserting position in the global market. And we have also to study this very carefully without romanticism and to see what is left as Maoism in the Communist Party today, and how this bureaucratization is also reluctant to true democratization of the society. But having said that, there's immense effort made on the ecological level, on the redistribution of the wealth that is addressed by many components of the society that are still living, and the scale of the country make not just some very important thing. And one of the things that is totally seems to be unrelated
is this crisis of Mali that is linked to China. Because in fact, what most of the people ignore is that when Germany reclaimed its gold to the United States, French, and England, and this is basically 1,700 tons of gold, the Federal Bank of America refused, and the Chinese have 1,000 treasury bonds, assets from the American, and they want to align the yuan to gold. So the Americans were not just reluctant to send back this gold to Germany, which explains why the American asked Germany to host this Stuttgart African base, and the German couldn't alienate their relation with the American. And that's explained why Sarkozy, who also was asked for his gold, managed to smuggle arms through Libya to Mauritanians and support in Mali to organize this insurgency, building on an old idea which is the Azawad state. And the interesting thing is, he didn't win the election, and another strata of the France-Afrique, Hollande, came to rescue Mali and restore France's preeminence in this. This battle of gold is documented in a film that we just finished, but it really shows the scope and the link of this globalization process where far away actors are in fact playing locally. And that brings me to what Demba is saying. I'm saying that he is right, but unfortunately, Demba, je trouve que l'enjeu ici, il n'est plus national. C'est vrai, il faut des ancrages nationaux, les luttes sont nationales, mais ce qu'on dit ici, c'est que justement, il y a une dimension transnationale qui est arrivée, et qui est que des acteurs non étatiques, comme les acteurs étatiques, doivent prendre conscience que ces luttes que nous menons ont pris des envergures globales. Et les suggestions que j'apporte, évidemment, ont des ancrages nationaux, mais ils fonctionnent sur une base d'internationalisme. Ils dépassent justement la frilosité nationale. Ils montrent que l'intérêt national doit passer après cette survie de la planète et que nous devons réussir à arrimer les choses que nous avons en commun en dehors même de la simple nationalité. Et c'est là que la grande différence. Il y a plein de pays en Afrique qui pourraient soutenir nos efforts. Quand on nous dit nous n'avons pas de quoi payer des billets d'avion, mais l'Angola, l'Algérie, pourrait l'Afrique du Sud payer les frais des délégations africaines qui ne peuvent pas payer leurs propres frais. Quand les gens que j'ai nommés qui ont formé les premières internationales, ils n'avaient pas d'avion, ils se débrouillaient avec des camions, des autobus, des trains. On n'a pas besoin d'être logé dans un hôtel 5 étoiles, ce qui est en totale contradiction avec notre propre éthique. Nous pouvons tout à fait réussir à concrétiser des choses simples à notre portée et de façon tout à fait réelle. Et donc je crois que tous ces éléments, et j'en ai mis probablement certains, montrent que les choses que nous demandons ne sont pas un luxe, c'est quelque chose qui est à notre portée. Soit nous sommes des acteurs historiques qui prenons la balle au bond, soit d'autres le feront et risquent de le faire dans une autre conception que la conception d'une gauche radicale, parce que nous n'avons pas le monopole de la vérité et nous ne sommes certainement pas éternels, même si les valeurs que nous défendons sont les valeurs des Lumières, elles sont devant. Liberté, égalité, fraternité, sororité, c'est devant, c'est pas derrière. On déplaise au postmoderne et c'est un idéal pour lequel nous devons travailler. Aucun de ces axiomes ne peut fonctionner seul. Ils fonctionnent ensemble l'un et l'autre. Voilà, je vous remercie.